Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, bonjour à vous et ravi de vous retrouver sur Sud Radio comme tous les vendredis avec André Berkoff. Effectivement, les carottes sont plus que cuites, André Berkoff. Et il est dans tous ses états, effectivement, comme chaque semaine, comme même chaque jour, dirais-je. Et en cette fin d'année, il y a de quoi l'être, André. Bataille sur le budget 2026, maltraitance infantile, exode des milliardaires et bien d'autres sujets qui vous révoltent, André. À qui, Céline, il faut arrêter de chouiner. Le vote du budget, écoutez, il se fera à Pâques ou à la Trinité, on verra bien, mais il se fera. La France est gouvernée. Arrêtez d'avoir vraiment de toujours dire ça ne va pas, ça ne va pas. Non. Le budget, écoutez, on a déjà voté la sécurité sociale et on entend du matin au soir le mur des lamentations des parlementaires. Donc ça se fera. On va en parler avec Christian Saint-Étienne. C'est vrai, c'est très intéressant en tout cas. Ce qui se passe en ce moment, c'est courage Fillon, ou alors un pas en avant, deux pas en arrière. C'est le dernier tango à Paris. Et il y a, alors on n'a pas que ça, on a aussi, vous savez, là c'est, je dirais, plus terrible, plus dramatique, l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est une institution qui fait du bon boulot, mais qui quelquefois laisse passer de sacrés trous dans la raquette. Un jeune garçon tondu, on a les images, et c'est assez terrifiant, et il n'y a pas que ça, les histoires de pédophilie et compagnie, la maltraitance et tout ça. On va en parler avec Arnaud Gallet, le cofondateur du mouvement Enfant. Et puis ces millionnaires, et ils s'en vont. Et oui, à un moment donné, après le Brexit, ils étaient tous arrivés, ça y est, l'Angleterre qui larguait les amarres, et nous on était là, non, absolument pas. Ils s'en vont, je ne sais pas, est-ce que c'est taxe? Est-ce qu'on n'aura plus que l'impôt sur les eaux? Non, c'est pas leur problème, mais on verra. Et puis on va parler des Paris, la plus belle ville du monde ou la poubelle ville du monde. Elle est dans le classement des 5 villes aujourd'hui les plus salies du monde. Et puis un merveilleux hommage à Bardot, un très joli documentaire sur Brigitte Bardot, la grande, évidemment, la seule star qui nous reste, mais une femme libre. Et puis alors, merveilleux, Big Bisou, une start-up chinoise, commercialise depuis peu une machine à bisous. Eh oui, il y avait que les Chinois pour créer ça. Vous savez ce que disait un adage hongrois: Dieu a créé le monde en 6 jours, le reste c'est les Chinois. Et la culture. Et oui, voilà. Et la culture dans tous ses états, André Berkoff, de 13h à 14h, comme tous les vendredis. Bien aujourd'hui, Frank Sinatra, André Berkoff, aurait eu 110 ans. Ah, il n'est pas encore à l'EHPAD, oui, et c'est oui, pas ça. Hein. Il est né le 12 décembre comme vous, André Berkoff. Joyeux anniversaire. Le 19 décembre, bien Piaf aurait eu aussi 110 ans, André. On va lui rendre hommage, on va leur rendre hommage, ces deux grandes voix, ces deux légendes. On va leur rendre hommage et on rendra aussi hommage, André, à Sammy Davis Jr., qui lui, le 8 décembre dernier, c'était le centenaire de sa naissance, André. Et oui, et en attendant, Céline, quand même, on a un grand moment. Le sapin, mon beau sapin. Le sapin de Noël, Sud Radio. Le sapin de Noël, Sud Radio. Je vous montre le grand sapin de Noël. Et oui, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, tu viendras avec tes petits impôts. Non, là, ce ne sont pas des impôts. C'est, écoutez, le Sud Radio, effectivement. Eh bien, vous allez avoir des cadeaux. Vous savez quel cadeau merveilleux? 4 entrées au Futuroscope de Poitiers. Et oui, vous connaîtrez votre avenir. Le Futuroscope, c'est le temple de l'avenir. Vous allez voir, c'est vraiment un lieu formidable. Je le connais et il est formidable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir vos 4 entrées avec vous et la famille? Vous envoyez sapin, S-A-P-I-N, par SMS au 7 20 18. Voilà. Et puis, vous envoyez ça tout de suite. Vous écoutez Sud Radio tout le temps. Et puis, vous aurez vos 4 entrées. Et vous connaissez, ce sera un retour vers le futur. Mais quel futur? Le Futuroscope. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bravo les experts du gouvernement, toujours sérieux mais jamais compétents. Ça cause, ça fait des grands plans, mais au final y a plus d'argent.
Et oui, malheureusement, au final, il n'y a plus d'argent, André Berkoff, et le budget 2026 n'est pas prêt d'être voté. Mardi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été approuvé de justesse par les députés. Mercredi, l'Assemblée nationale a plébiscité une hausse des moyens de la défense avec un vote symbolique. Mais l'adoption d'un budget global avant la fin de l'année, André, pourrait rapidement pousser l'exécutif à revoir sa stratégie. Oui, alors écoutez, nous sommes le 12 décembre, date de mon anniversaire. Je tiens à vous le dire, merci de vos remerciements. Non, sérieusement, c'est intéressant. Nous sommes le 12 décembre. Alors, oui, le budget de la sécurité sociale a été voté, effectivement, à très peu. Alors, ça a provoqué des hurlements des uns, des glapissements des autres. Mais c'est vrai que, vous savez que le budget, normalement, devrait être bouclé avant la fin de l'année, avant Noël même, etc. Eh bien, apparemment, ce n'est pas ça du tout. Pour le budget de la sécurité sociale, ça a été très serré. 13 voix d'écart entre les deux camps. 247 voix contre 234. Et il a pu être adopté grâce à vote des socialistes et l'abstention des Verts. Et je ne dirais pas que c'est parce qu'un certain nombre de députés veulent garder leur siège. Et sinon, c'était la dissolution. Non, soyons sérieux. Jamais les députés ne pensent à ça. Il faut être vraiment un esprit grincheux. Alors, ce budget... Eh bien, on va en parler quand même. Christian Saint-Etienne, vous êtes essayiste, vous êtes économiste, universitaire. Vous avez écrit votre plus récent, c'est Trump et nous, Odile Jacob. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Trump et nous, effectivement. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, franchement, à boucler un budget? Est-ce que c'est l'absence totale de majorité à l'Assemblée nationale? Ça va repasser vers le Sénat, ça va revenir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense qu'il y a 3 facteurs qui expliquent la situation politique et la situation à l'Assemblée nationale. D'abord, il y a un facteur global qui va au-delà des discussions actuelles. C'est que toute la classe politique fonctionne comme si on était en économie fermée. Donc, ce qui se passe dans le reste du monde n'intéresse personne. Ils sont franco-français, le reste, ça existe voilà, pas. Donc, par exemple, quand on augmente massivement la fiscalité, on n'imagine pas les conséquences que ça peut avoir. Actuellement, il y a un flux effectivement de chefs d'entreprise ou de gens ayant du patrimoine vers l'Italie, parce que l'Italie a mis en place une fiscalité favorable aux personnes ayant des revenus élevés. En France, on ignore totalement cette dimension de l'international. Le deuxième élément sous-jacent, je pense, profond, qui explique la situation dans laquelle nous sommes, c'est que, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les élites médiatiques, politiques, ainsi de suite, il y a 2 visions du monde. Il y a ceux qui pensent que c'est la dépense publique qui crée la richesse. Ouais. Et notamment au Parti socialiste. Donc, chaque fois que le Parti socialiste, les Verts ou LFI obtiennent une hausse de la dépense, c'est une victoire, parce qu'ils pensent qu'ils créent de la richesse et que que le déficit qui va financer cette hausse de la dépense, le déficit étant lui-même couvert par l'emprunt, ils pensent que c'est le vrai moteur de création de richesse. C'est-à-dire comment peuvent-ils penser ça? Moi, je ne suis pas une question de gauche ou de droite. Donc, plus de dépenses crée de la richesse. Oui, mais vous avez une part du monde universitaire qui pense ça et qui le soutient. Parce qu'il y a une confusion, en fait, à l'origine de ça, il y a une confusion sur la nature du keynésianisme qui a beaucoup influé sur la pensée économique des élites françaises à partir des années 1950. Keynes lui-même aurait été horrifié de la discussion qu'on a à l'Assemblée nationale. Ouais. Keynes a été résumé en termes d'un multiplicateur de la dépense pour créer des richesses. Mais Keynes avait clairement dit que, c'était transitoire uniquement quand la demande était inférieure à l'offre. Or, la France n'a pas un problème de demande, elle a un problème d'offre. Quand vous avez un déficit extérieur, c'est que la demande est supérieure à l'offre interne. Donc s'il y a quelque chose à faire en France, c'est une politique massive de réindustrialisation, de redéveloppement de l'économie, ce que nous ne faisons pas depuis 20 ans.
Et ce qui est important, d'ailleurs, j'évoquais la gauche, mais une grande partie de la droite a la même vision et conception, c'est-à-dire ce mauvais keynésianisme, parce que non seulement Keynes disait que ça avait du sens de relancer la dépense quand la demande était inférieure à l'offre, mais il disait très clairement... Alors les gens ne vont jamais jusqu'au bout de la théorie générale. Ouais. Les 2 derniers chapitres, il explique clairement que la création de richesse est faite par les entrepreneurs. Ben oui. Et nous, les entrepreneurs, on les aime bien quand ils se cassent la figure et qu'ils vont au tribunal des faillites, mais si jamais ils réussissent trop bien et qu'ils deviennent riches, ça pose d'énormes problèmes. Ce sont des salauds qu'il faut absolument taxer encore plus. Voilà. C'est ça. Non mais là, vous avez vu, enfin, depuis 3 ans et avec une accentuation dans les 2 derniers mois, la chasse à l'homme contre Bernard Arnault, qui est considéré comme un héros aux États-Unis. Il est accueilli comme un chef d'État. Et en France, il est obligé de se déplacer avec une dizaine de gardes du corps parce qu'il est présenté comme un salaud, enfin en folie totale. Parce qu'on le présente comme riche, mais en fait, il a créé 40 000 emplois. Non, il est riche, c'est pas un problème. Voilà. Mais, bon. Moi, je le connais pas, je précise pour les auditeurs. Oui, vous n'êtes pas tributaire. Je ne suis pas, je ne l'ai jamais rencontré en plus. Mais enfin ça c'est public, hein, il a créé 40 000 emplois et il paye 6 milliards de fiscalité. C'est le premier contribuable en France. Ouais. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. On a un déficit de 150 milliards. Hein. On aurait 30 Bernard Arnault, on serait en excédent. Mais personne ne pense comme ça. Il y en a un, il faut l'éradiquer. C'est ça. Alors qu'on aurait besoin, ça serait merveilleux pour la France, si on avait l'équivalent d'un Bernard Arnault dans les biotech, un Bernard Arnault dans les technologies de la défense, un Bernard Arnault dans les technologies médicales. Un vrai entrepreneur. La France, voilà, serait au top mondial. Mais là, nous sommes victimes du double déficit, le déficit intérieur et le déficit extérieur. Et à votre avis, c'est pour ça, alors à part le fait qu'on sait, on l'a dit 100 000 fois un peu partout, y compris chez nous, qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il y a les 3 groupes, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'accorder quand même? Comme vous dites très bien, la pluie, elle n'est pas de gauche ou de droite, les roches, la réalité, elle n'est pas de gauche ou de droite, elle est la réalité, elle est le réel. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas? Enfin, c'est-à-dire, on connaît la situation de la France, vous la connaissez mieux que moi, alors, bon, les dettes, le déficit, etc., etc., et on augmente les impôts, l'État fait quoi? Et on en arrive à cette espèce d'impasse où on va dire, d'ailleurs, je vous le dis, c'est très intéressant, je vous lis ça parce que c'est lunaire. Le porte-parole de l'exécutif Maud Bréjon a annoncé mercredi, donc avant-hier, que les discussions sur le budget de l'État se poursuivront en janvier si le Sénat et l'Assemblée nationale, qui doivent se réunir en commission mixte paritaire le 19 décembre, donc dans quelques jours, dans une semaine, ne parvenaient pas à un accord. Alors voilà, c'est-à-dire, bon, écoutez, ça nous amène en janvier, peut-être février et ailleurs. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, Christian Saint-Etienne, et s'il n'y a pas de budget en janvier-février, ça a de l'importance ou ça n'a aucune importance ou c'est catastrophique? C'est pas catastrophique, mais c'est très grave, parce que notamment, la guerre est en Europe. Nous avons pris énormément de retard en termes de relèvement de nos défenses, pas seulement du budget de la défense, mais de l'ensemble des défenses du territoire. Dans le budget... Enfin, après plusieurs années d'attente, on a une hausse programmée de 6,7 milliards d'euros pour le budget de la défense. Oui. Ça serait une catastrophe que ça ne passe pas. Et vous posiez la question de pourquoi on n'arrive pas à avancer. Oui, et j'ai évoqué le fait qu'il y avait cette méconception selon laquelle nous sommes en économie fermée. La deuxième, c'est la dépense qui créerait la richesse. Mais ce qui expliquera d'ailleurs que on peut taxer massivement ceux qui créent la richesse parce que c'est pas grave, puisque de toute façon, comme on va dépenser plus, on va remplacer la création de richesse qui est faite par les entrepreneurs par une création de richesse qui est faite par la dépense publique. C'est de la folie. Vous dites ça en Allemagne et aux États-Unis, on vous enferme. Mais ici, c'est une idéologie qui domine à l'Assemblée nationale. D'autant plus que
on a une particularité en France par rapport à d'autres pays, c'est que l'extrême droite a un programme économique qui est très à gauche et qui partage en partie cette vision d'une dépense publique qui crée la richesse. Alors il y a eu une évolution à l'intérieur du Rassemblement national, notamment sous l'effet de Bardella et d'autres, qui attachent un peu plus d'importance aux entrepreneurs, mais longtemps on a eu cette vision-là. Avec Marine Le Pen, c'était pas du tout le cas de son père, qui avait une vision très libérale. Donc, on a ces divisions massives, et puis surtout le troisième élément, qui n'évolue pas, c'est assez inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de culture de compromis. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de match nul. C'est-à-dire que si je gagne, tu perds. Mais on va pas faire un compromis qui permettrait à tout le monde d'être plus haut que la situation zéro. Donc les socialistes sont prêts à bousiller le budget pour obtenir le retour de l'ISF. En face... de l'impôt sur la fortune. Oui, l'impôt sur la fortune. En face, les LR avec Laurent Wauquiez disent s'il y a retour de l'ISF, on casse tout. Mais il n'y a pas de possibilité. On a quand même des progrès, puisqu'il y a une obsession française sur les inégalités. Je rappelle quand même que après redistribution, la France est un des 3 pays au monde, avec la Suède et le Danemark, où les inégalités sont les plus faibles au monde. Néanmoins, il y a un discours récurrent sur les inégalités. Mais il y a... on pourrait, surtout dans une situation aussi catastrophique que la nôtre, rappeler qu'on on a, au cours des 18 derniers mois, significativement augmenté la fiscalité. On a notamment mis en place, moi qui également considère que l'augmentation massive de la fiscalité va nous tuer plutôt que de nous sauver, il y a néanmoins une mesure que je trouve très souhaitable, qui est la contribution de solidarité à 20%, qui fait que ceux qui ont des revenus très élevés pouvaient bénéficier de niches fiscales et se retrouver avec un taux de fiscalité trop faible. Et là, on a mis la mesure à 20%. Déjà, ça, c'est un élément auquel je suis favorable et qui assure un élément très important de solidarité sociale et fiscale. S'il y avait quelque chose d'intelligent à faire, d'ailleurs, ça serait pas de rétablir l'ISF, qui ne fera rien d'autre que d'accélérer le flux vers la Suisse et l'Italie. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est dire, pendant 1 an ou 2 ou 3, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'équilibre des finances publiques, peut-être que le 20%, on le met à 21 ou 22. Mais au moins, on taxe des revenus effectivement encaissés. Alors, c'est désagréable pour ceux qui ont ces revenus. Sur les vrais revenus à 20%, mais pour les très hauts revenus. Oui, c'est au-delà de 250 000 euros de revenus annuels. Donc, ça touche les très très hauts revenus. Sachant que actuellement, les 10% de revenus les plus élevés en France payent déjà 75% d'impôt sur le revenu. Avec les mesures qui ont été votées sous Barnier et qui sont reconduites actuellement par le Cornu, on devrait avoir les 10% de revenus les plus élevés qui vont payer bientôt 78 à 80% d'impôt sur le revenu. Là aussi, c'est sans équivalent dans le monde. Et vous seriez, Christian Saint-Étienne, on parle, c'est que 50% des foyers français ne payent aucun impôt sur le revenu. 55%. 55%, oui, carrément. Est-ce que vous sauriez, vous, c'est une chose que même les foyers qui gagnent très peu puisse payer, je ne sais pas, 5, 10, 100 euros, vous seriez sur, ne fût-ce que symboliquement, mais enfin symboliquement sur des millions de gens, ça fait quand même pas mal, une petite somme même, mais qui serait une somme existante. Vous trouvez que ce serait je ne dis pas ça résolverait pas le problème, mais quand même. Alors, même les petits revenus contribuent à travers la CSG. Donc, qui est un quasi-impôt sur le revenu. Mais puis il y a la TVA aussi. Et bon, ça c'est un impôt direct, mais si on voulait d'une certaine façon responsabiliser tous les électeurs, parce que tout le monde a un vote égal.
Bien sûr. Et dans ce cas-là, l'idée que vous évoquez est assez séduisante, avec un niveau qui pourrait être très faible, de 10 euros même par ménage. Bien sûr. Mais effectivement, on pourrait même imaginer que on pourrait lier la carte d'électeur au paiement de cet impôt minimal de 10 euros par an. Moi, ça me paraît c'est symbolique, mais en fait, c'est important. Mais en attendant, quand même, alors vous expliquez très bien la situation, mais en attendant, on peut parfaitement avoir une impasse qui peut perdurer. Bon, on trouvera une solution, évidemment. Ils vont se trouver une solution. Ils ne vont pas rester sans budget, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que vous montrez bien une France divisée en deux, vous l'avez dit, ceux qui disent, bon mais l'État, il n'y a pas de problème, ça va aller à l'État, mais l'État va effectivement l'utiliser, et d'autres qui disent, mais attendez, arrêtez d'imposer les entrepreneurs et autres, quoi. On est divisé, vraiment clivé, quoi. Oui, sachant que les créateurs de richesse, c'est pas seulement les entrepreneurs, c'est les ingénieurs, les techniciens qualifiés. Nous sommes dans une compétition mondiale des compétences. Aujourd'hui, pour développer les biotech ou les technologies de l'intelligence artificielle ou les nouvelles technologies en chimie, en biochimie, on a des gens qui sont payés 60, 80, 100 000, 120 000 euros. Et si ils sont très recherchés dans d'autres pays, on va leur offrir des hausses. Par exemple, si ils répondent à une offre d'emploi d'une entreprise suisse, ils auront immédiatement une augmentation de salaire de 50%. Oui. Donc, au lieu de nous réjouir qu'il y ait encore des gens chez nous qui acceptent d'être très fiscalisés et d'avoir des revenus inférieurs à la Suisse, on charge encore plus la barque, d'une certaine façon, comme si on voulait les pousser à partir, ce qui serait suicidaire. Il y a quelque chose qui est très dérangeant d'ailleurs, mais il y a des travaux qui ont été faits il y a quelques années, mais qui sont, on peut les refaire tous les ans, et malheureusement ça reste toujours vrai. C'est quelque chose qu'on doit toujours avoir à l'esprit. Un quart des travailleurs crée la moitié de la richesse. Un quart des travailleurs. Donc, c'est intéressant. On peut dire ce quart, il faut qui est déjà ultra fiscalisé, on peut le fiscaliser en plus. Oui, mais il y a un moment à partir duquel ils vont se barrer parce que ça n'a plus d'intérêt. Évident. Oui, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit la situation, tout le monde voit la situation, mais attention, en fait, on est enfermé dans le narratif et l'idéologie. Exactement. C'est le métaverse, voilà. Et l'incapacité à... Quand vous regardez en Italie, même en Espagne, parce que ça cogne aussi en Espagne, mais et notamment en Allemagne, il y a une capacité de compromis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se met autour d'une table, puis on décide de mesures qu'on met en œuvre ensuite. Bien sûr. Mais ici, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à décider d'une politique intégrée et résultant de compromis. Mais en fait, c'est comme un iceberg. Hein. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est le haut de l'iceberg. La partie émergée. Voilà. Mais en fait, les 6/7 immergés, c'est des idéologies tellement opposées que vous n'arrivez pas à faire du compromis au-dessus de la mer, au-dessus du niveau de la mer. L'iceberg n'est pas face au Titanic, il est dans le Titanic. et ça ne nous réjouit pas, il faut le dire. Il contribue à alourdir le Titanic pour qu'il plonge encore plus vite. Merci Christian Saint-Etienne, merci pour vos éclaircissements. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va parler de l'exode des millionnaires français, de Paris dans le top 5 des villes touristiques les plus sales du monde. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Juste après, de plus près, sur la joue. Attention sur la joue. Embrassez-vous. Big bisous. Eh oui, André Berkoff, à présent, on va pouvoir se faire des big bisous, même si l'amoureux de madame est à l'autre bout du monde, et ce, à l'aide d'un objet révolutionnaire totalement farfelu qui vient d'être commercialisé par des Chinois, André. Et oui, en ce moment, je suis amoureux de Mary, qui habite à Tahiti, vous savez, tellement loin. C'est une vainée que j'ai rencontrée sous la mer.
Eh bien, je ne peux pas lui parler, je suis très loin d'elle. Eh bien, ça y est, comme d'habitude, les ingénieurs chinois ont trouvé la solution pour pallier le manque physique qui peut s'installer lorsqu'un couple est séparé. Eh oui, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et puis on en a marre du FaceTime, de votre téléphone, bonjour, ça va, gna gna gna, etc. Eh bien, ils ont compris. Vous savez ce qu'ils ont inventé? Une bouche en silicone connectée pour s'embrasser à distance. C'est pas beau, ça. Bouche en silicone. Oui, cet objet peut ordonner une bouche en silicone. On essaie de la trouver, mais on l'a pas encore trouvée. Mais vous allez voir, on va vous l'envoyer. Elle est brevetée par l'Institut professionnel de technologie de Changzhou en Chine. Cette machine à baiser, à embrasser, bien sûr. Je vous en prie, pas de fausse interprétation, a été mise au point par un groupe d'ingénieurs. Elle est sortie tout droit de l'imagination de Zhang Zhongli, l'Einstein de baiser. Un étudiant qui vivait en relation à distance avec sa petite amie, eh bien l'appareil se présente comment? Alors, sous la forme d'une bouche en silicone qui peut se greffer sur un smartphone et se connecter via Bluetooth. Vous voyez, c'est très simple, vous avez la bouche en silicone, vous avez votre smartphone, eh bien vous la connectez via Bluetooth et l'application mobile permet ensuite de relier votre appareil à celui de votre amoureux ou de votre partenaire qui aura fait la même chose. Voilà. Et donc les capteurs reproduisent, attendez, c'était pas beau ça, la pression, le mouvement et la température des lèvres de votre partenaire. Non, excusez-moi, je fais un peu des bruits un peu spécial de bouche. Ah si, c'est comme si vous l'embrassiez réellement, mais à distance, même à 10 000 kilomètres de distance, vous imaginez? C'est pas fabuleux ça? Vous les avez, pouvez-vous embrasser? Ah, kiss me my dear, kiss me. Et ainsi, c'est comme si vous l'embrassiez réellement, mais à distance, car en plus de l'aspect, la machine reproduit aussi les bruits. Non mais imaginez, c'est incroyable. Plus qu'une machine à bisous, c'est une appli de rencontre, voilà. C'est mieux que Tinder, c'est mieux que tout ça, etc. Voilà, vous pouvez, même un inconnu, vous risquez rien, vous l'embrassez à distance, tout va bien. Voilà, et l'application, vous savez, ça va très 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 loin. Elle offre un espace de découverte dans lequel les utilisateurs matchent puis demander s'il veut bien s'embrasser. Voilà, c'est Tinder, mais avec Silicon Valley. C'est pas beau, ça? C'est une belle idée de cadeau de Noël, André Berkoff. Ça vaut pas très cher, 75 €, ça va, c'est raisonnable pour faire des baisers. Quand Papa Noël voudra rencontrer Maman Noël, même s'il est très très loin... Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore. Comme la salsa del smartphone. Voilà. J'ai deux amours, mon pays Paris, toujours, mon cœur est ravi. Eh oui, mais le problème, c'est que Paris, aujourd'hui, André Berkoff, est-ce que Paris fait encore rêver avec toute cette saleté qui inonde les rues de Paris? André, le 27 novembre dernier, eh bien, la société internationale Radica Storage a publié un rapport édifiant sur certaines destinations touristiques très prisées à travers le monde. Eh bien, notre chère capitale est sévèrement épinglée, André. Il faut dire, écoutez, Paris reste la ville du monde, en dépit des gens qui essayent de la saccager avec leurs couloirs, toutes leurs interdictions de passer, leur sens de plus en plus interdit, et tout ça, eh bien c'est vrai, faut se dire, touristes arrivent, ils adorent Paris, heureusement Paris résiste à l'incompétence et à la nullité de ceux qui la dirigent, de ceux et de celles qui la dirigent, à main de déchets, trottoirs mal entretenus, d'eau d'âne, poubelles débordantes, enfin il y a évidemment les monuments magnifiques et cette société, voilà, c'est très simple, la Radical Storage a publié son classement des villes les moins propres parmi 100 destinations touristiques populaires à travers le monde, voilà. Et pour le réaliser, c'est intéressant parce que c'est pas en l'air. Elle a analysé plus de 71 000 avis Google publiés entre octobre 24 et novembre 25, recensant les mentions de propreté et de saleté. Eh bien, écoutez, parmi les villes les moins bien notées, Milan et Vérone, et ouais, pauvre Roméo, pauvre Juliette, se classent respectivement en 6e et 7e place, suivi de Francfort. Bruxelles arrive en 9e position, et Paris, 5e, classé 5e, la ville
la plus sale du monde, la poubelle ville du monde, non, l'une des plus belles villes du monde. C'est terrible, quoi. Vous savez, il y a eu le hashtag Saccage Paris depuis des années, le manque d'entretien de la capitale, Rivoli, l'une des plus prestigieuses de Paris, mais aussi crade que les autres. Alors, il y a eu effectivement l'amélioration de l'hygiène grâce aux Jeux Olympiques, mais qu'est-ce que ça a changé? Alors, Florence est très, très, très première, hein, quatrième, pardon, Florence, terrible Florence, rue du Médiéval, pas physique. Las Vegas aussi, la vie trépidante et tout ça, c'est pas facile. Rome, effectivement, rats, mouettes, asticots qui grouillent au sol et grandissent. Et enfin, la Budapest aussi, Budapest qui est très très belle. Mais enfin, Paris, franchement, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que Paris soit dans certains quartiers? Regardez, mais allez rue de Rivoli, mais allez aussi au Champ de Mars, mais aussi dans le 19e, allez aussi. C'est pas possible, ces espèces d'amas d'ordures, etc., qui traînent. Je ne parle pas des rats, je ne parle pas de tout ça, et je ne parle pas des cyclistes qui vont en sens interdit, qui brûlent les feux rouges et tout. Enfin, c'est hallucinant que ça reste comme ça, mais voilà, c'est ça. Il y a le budget d'un côté qui part en lambeaux, et puis Paris, on aimerait qu'il ne parte pas en lambeaux, vraiment. Ma vie a été plusieurs vies. She was a dancer, she was a model, an actress, a singer. Brother was definitely an iconic image. La gloire, c'est formidable et c'est invivable. Bande-annonce du documentaire sur Brigitte Bardot, André Berkoff, qui vient de sortir en salle. Ce film d'Alain Berliner et d'Elora Thévenet revient sur sa carrière et ses nombreux combats. On y découvre donc des documents inédits, des confidences intimes captées à différents moments de sa vie d'actrice. André, vous avez vu ce film. Qu'est-ce qu'on apprend de plus sur l'icône des années 80 et la femme libre? On apprend, il n'y a pas de révélation. Ouais. Mais c'est un documentaire formidable que je vous invite vraiment à voir. C'est dans tous les cinémas là de France et de Navarre en ce moment, dans plusieurs cinémas. Ce qui est formidable, c'est le portrait extraordinaire d'une femme libre. D'abord, femme extraordinaire, c'est vrai. Voilà, Bardot de 56, Bardot de 60, Bardot de 70. Plus belle femme du monde, magnifique. Elle est extraordinaire. Et puis ce qui frappe dans ce document, c'est sa cohérence. C'est une femme libre dans tous les sens du terme. Libre sur le plan amoureux, libre sur le plan des choix de sa carrière, libre sur le plan qui a été effectivement poursuivi par les paparazzi comme des fous pendant des années et des années. Et puis à 39 ans, un acteur sublime. Quand on voit le nombre d'actrices et d'acteurs qui s'accrochent comme des bêtes alors qu'ils ne sont plus de saison. Elle, à 39 ans, elle quitte le cinéma pour se consacrer à quoi? Aux animaux, à la sauvegarde des animaux. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a 91 ans, elle continue à s'occuper du sort des animaux. Bardot, c'est la véritable liberté en marche, liberté en exercice. Et la liberté, la beauté qu'elle avait, c'est un symbole. C'est notre dernière grande star internationale. Et franchement, on espère qu'elle est encore là pour longtemps, parce que c'est une femme formidable. Et ce documentaire que je vous conseille vraiment d'aller voir le montre très, 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 très bien. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et nous allons parler de la maltraitance infantile qui est vraiment un sacré fléau. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. L'enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Et oui, prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, eh bien c'est ce que devraient faire au quotidien tous les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, André, mais certains manquent totalement à leur devoir, André, et c'est un vrai scandale. Eh bien oui, on a beaucoup parlé de l'aide sociale à l'enfance, qui fait un travail formidable, je veux le dire, dans la plupart des cas, mais où il y a quand même des trous dans la raquette qui sont quand même assez déplorable, c'est le moins que l'on puisse dire. Mardi, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire après la révélation de faits de maltraitance dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance où des éducateurs, on va vous montrer la photo,
ont rasé la tête d'un enfant de 8 ans. Alors les photos ont circulé sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'est assez terrifiant quand même, voilà. Je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas, on n'a pas les détails. Mais écoutez ce que disait BFM TV, le reportage de BFM TV. Regardez, c'est quand même assez terrifiant. Sur cette photo, le jeune garçon de 8 ans, torse nu, rasé par une éducatrice de son foyer parisien de l'aide sociale à l'enfance. La scène a été filmée en février dernier, puis a été partagée sur un groupe WhatsApp avec d'autres éducateurs qui alternent entre rire et consternation. Alors, bon, on a vu ça, l'avocat de la mère de l'enfant avait déjà signalé les faits en septembre, ça s'est passé en février 2025, je le rappelle, dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance du 13e arrondissement de Paris. Alors, ça a fait évidemment des réactions extrêmes, quiconque a vu les images, franchement, ne peut être frappé en dehors de toutes les circonstances. Mais alors, les informations dites par France Info, disent les éducateurs de cet établissement se sont filmés en train de raser la tête d'un enfant de 8 ans, torse nu assis sur une chaise. Ils se sont ensuite, toujours selon les informations dites par France Info, ils se sont moqués de lui, justifiant leur geste comme une sanction, selon cette même source. Une première vidéo laisse entendre différents commentaires, on va t'appeler double face, ça fait grave stylé, etc., etc. Vraiment des choses assez minables quand même. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? C'est en rendant visite à son fils quelques jours après la coupe de cheveux que la mère du petit garçon a découvert son crâne rasé. En demandant des explications, donc l'avocat a réagi, l'avocat de la mère de l'enfant, il a écrit au juge. Alors, Arnaud Gallet, bonjour. Arnaud Gallet, est-ce que vous êtes avec nous? Ouais, je suis avec vous, là, je vous entends. Très bien. Eh bien, je vous entendais pas. Arnaud Gallet, vous êtes cofondateur du mouvement Enfant. Dites-moi, est-ce que ces scènes-là, est-ce qu'elles existent pas seulement à un exemplaire? Vous en avez entendu parler, vous avez vu. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette chose qu'on a vue tous, ces images? Vous savez, il faut se rappeler quand même qu'il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de juin, me semble-t-il, il y a eu un rapport qui a été fait par l'Assemblée nationale qui montrait bien le visage de l'aide sociale à l'enfance avec des problèmes qui sont systémiques. Donc ça signifie que malheureusement, ce type d'agissements ne sont pas isolés. Et donc la vraie question qui nous est posée aujourd'hui, et qui est posée notamment à la ville de Paris, puisque ça se passe dans Paris, qui est aussi département, c'est de se dire combien de situations comme celle-là existent au sein des établissements. Là, je rappelle que c'est quand même au sein d'une association. Je rappelle également que l'association avait connaissance des faits, toute l'association, depuis le mois de mars, qu'il ne s'est rien passé, que là il y a une mise à pied qui vient d'être faite de la salariée en question, parce que c'est une femme qui rase les cheveux. Sauf que, vous l'avez dit à juste titre, il y a différentes personnes qui sont dedans, notamment certaines qui sont encore en poste. Oui, et on entend leurs commentaires. Oui. Bien sûr. Oui. Et ce qui est affligeant, c'est ça en fait, c'est l'ensemble. En fait, qui savait, pourquoi on n'a pas agi, pourquoi la mère n'a pas été informée, pourquoi elle a été informée si tardivement, pourquoi la juge des enfants qui a l'information décide que ça ne relève pas de ses compétences, mais uniquement du centre d'hébergement en question, pourquoi l'aide sociale à l'enfance de Paris ne fait pas. Vous savez, faut quand même mettre ça dans un tout aujourd'hui. On a dit dernièrement, et encore je crois que le nombre a augmenté, qu'il y avait eu 52 animateurs dans le périscolaire sur Paris qui ont été mis à pied pour des faits de violences sexuelles sur des enfants. Bon, c'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, il y a un gros problème sur Paris, et la seule chose que trouve à faire la ville de Paris, c'est de faire un plan d'action. Bon, on se dit, est-ce que eux, ils sont en légitime pour faire un plan d'action en regard de ce qui se passe, c'est une vraie question. Et deux, ils nomment la personne responsable de la ville de Paris de la protection de l'enfance, à savoir Dominique Versini, donc qui était adjointe à Anne Hidalgo en charge de la protection de l'enfance. Il la nomme défenseur des enfants, alors même qu'il y a défenseur des enfants de la ville de Paris, alors même qu'en France, il y a déjà une autorité indépendante qui s'appelle le défenseur des droits et qui a un défenseur des enfants. Donc ça veut dire qu'on fait en fait des écrans de fumée, et surtout on se moque complètement de ce que disent une fois de plus les enfants, on se moque une fois de plus aussi de ce que disent les parents, parce que la mère a alerté, la mère, peut-être son fils est placé, mais elle a alerté, et elle a été en état de choc quand elle a vu, vous imaginez quand même pour cette maman, le choc, et c'est ça qui est terrible. Et donc ça veut dire que la vraie question en fait qui était posée à Anne Hidalgo notamment au niveau de la protection de l'enfance sur Paris, mais on peut comment dire que de tous les départements, c'est de se dire finalement
comment est-ce que je délègue ce pouvoir-là en fait à certaines associations, comment est-ce que je garantis la sécurité des enfants, c'est pas comment est-ce que je crée un poste de défenseur des droits ou défenseur des enfants, je sais pas trop quoi, sur son territoire. Et donc on est complètement à la ramasse en fait sur la réponse en fait qui est apportée. Et ça, sincèrement, je trouve ça vraiment déplorable. Et c'est pas se mettre à la hauteur d'enfant. Moi, j'ai une pensée en fait pour ce petit qu'on appelle Elliot dans les médias, et je trouve que ça montre bien une fois de plus qu'en France, malheureusement, aujourd'hui encore, en 2025, sur la fin 2025, les enfants ne sont pas considérés comme des sujets de droit, sinon ils vivraient pas en fait de tels supplices. C'est insupportable. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. On découvre ça s'est passé en février, comme vous dites. On découvre ça des mois plus tard. Vous savez, est-ce que la mère a appris ça quand? Bien plus tard, vous dites. La mère, elle a appris ça en septembre, hein, alors que l'association, en fait, avait déjà les informations, théoriquement, au niveau du siège, depuis le mois de mars. Donc ça, de mars à septembre. On a caché. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Ça veut dire que à quel moment est-ce que l'aide sociale à l'enfance elle-même a été informée? Peut-être qu'ils ont eu l'information bien plus tôt. On verra ce que dit l'enquête. Ça a été considéré, croyez-moi, comme un incident. Et puis, je me permets de le dire, quand on filme, déjà il y a quelqu'un qui filme. Quand on filme ce genre de scènes choquantes. Sincèrement, on peut quand même légitimement se dire qu'on fait peut-être d'autres choses aux enfants, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qui n'est pas filmé? Enfin, je veux dire, c'est ça qui est En tout cas, on peut se poser des problèmes, effectivement, parce que le fait de filmer déjà ça est quelque chose d'assez. Oui, et ce qui est d'autant terrifiant. plus scandaleux, c'est que le foyer s'est justifié en disant à la maman, on a effectivement rasé la tête de votre enfant parce que, soi-disant, il avait des poux et qu'aucun coiffeur ne voulait le prendre. C'est terrifiant. Cette manipulation, comme si on en était encore là, je veux dire, c'est bien fini. Et puis on va justifier aussi bientôt d'une douche froide ou quelque chose comme ça. Alors que logiquement, c'est complètement fini. En fait, c'est vraiment mais archaïque, et ça montre que quand même, on est dans quelque chose d'une gravité absolue. Et puis ce que dit quand même cette histoire aussi, c'est que c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des foyers qui sont confrontés à des problèmes. Mais toutes les excuses sont bonnes en fait pour justifier les violences faites aux enfants. On est face à des problèmes de recrutement, donc bon, comme on est face à des problèmes de recrutement, finalement on laisse aller, on laisse les choses se faire. C'est ça en fait. En fait, c'est un système qui, au lieu de se mettre à hauteur d'enfant, en fait, se trouve systématiquement des excuses pour être en capacité de justifier l'injustifiable. Et ça, c'est insupportable. Et quand on voit tous les témoignages d'enfants placés ou d'anciens enfants placés, je pense notamment à Lias Loufoque et bien d'autres personnes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on retient finalement de tout ça systématiquement? Et je trouve que c'est une fois de plus un crachat qu'on fait au visage des victimes, un crachat qu'on fait au visage de ces enfants qui se retrouvent en fait là où ils devraient être plus protégés que les autres au regard de leur statut, parce que c'est un statut de vulnérabilité supplémentaire. Un enfant est vulnérable, mais a priori quand même, a fortiori, les enfants en situation de handicap ou voire les enfants placés sont quand même encore plus vulnérables. Donc c'est eux qui devraient être encore plus protégés et sont encore plus exposés aux violences. Et Arnaud Gallet, pour compléter ce que vous dites, enfin, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance avait alerté dans un rapport rendu en avril dernier, sur un système qui craque de toutes parts, pointant l'existence d'une violence institutionnelle exercée parfois directement par les professionnels au contact des enfants. Et le rapport déplorait notamment l'absence de règles minimales d'encadrement dans les foyers, ainsi que des contrôles encore beaucoup trop lacunaires pour protéger les près de 400 000 mineurs concernés par une mesure d'aide sociale à l'enfance en France. 400 000 mineurs, Arnaud Gallet, c'est énorme. 400 000, et encore. Là, on parle notamment des mineurs qui sont en hébergement, donc comme en foyer, donc les maisons d'enfants à caractère social ou qui sont en famille d'accueil, avec de vraies questions. Mais je tiens quand même à rappeler ici que 51% des mesures qui sont exercées en France sont des mesures qu'on appelle en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'elles sont exercées au domicile. Moi, je peux vous dire, je l'ai vu dans certaines associations dont je tairai le nom ici, mais sincèrement, vous avez des fois, vous avez des associations qui ne font pas ce job, en fait, d'aller au domicile alors même qu'elles sont payées pour. On le sait, c'est connu dans le secteur associatif. Et quand c'est dénoncé, comme j'ai pu le faire, je peux vous dire que vous prenez en fait une volée de bois vert parce que finalement les gens ont cette habitude-là. Et pourquoi? Parce que personne ne contrôle, parce que les départements qui sont aux manettes, qui ont la déléguée, qui ont par exemple la responsabilité au niveau de la protection de l'enfance, en fait s'en lavent les mains. On est dans des logiques gestionnaires où l'humain, où l'enfant, où l'être humain n'a pas sa place. Et donc, ça veut dire ce qui est terrible, c'est qu'on se dit simplement faut faire tourner la machine, et puis au bout d'un moment, on laisse les choses se faire, et on arrive face à cette drame-là. Merci beaucoup Arnaud Gallet, merci pour vos éclaircissements. C'est quelque chose qu'on va suivre. Il n'est pas possible de laisser des faits pareils se passer. Vraiment, en tout cas, si on peut l'informer, il faut informer. Et si vous entendez des choses comme ça, portez plainte, réagissez. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, la culture dans tous ses états. Et aujourd'hui, nous allons rendre hommage à 3 grandes légendes, à savoir Frank Sinatra, Edith Piaf et Sammy Davis Jr.